Et oui, bienvenue dans la dernière chronique, la dernière rubrique, bien évidemment, pour le compte de Matin d'Éden ce jour. C'est bien les clés du monde. Et cette rubrique s'intéresse à la visite de Paul Kagame en France, le président rwandais. Alors, la réconciliation franco-rwandaise en marche, c'est une interrogation. Ainsi s'interroge James William Bagidi ce matin. Le président rwandais en visite officielle à Paris, c'est le genre d'événement auquel pas grand monde n'aurait cru il y a seulement quelques mois. Le passif historique entre les deux pays ne serait donc plus un sujet tabou, d'autant plus que le pays de Paul Kagame envisagerait un retour en force au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais rien ne dit qu'une simple visite serait capable d'effacer des rancœurs qui datent de plusieurs décennies. Alors, James, renouons maintenant avec les questions. Nous sommes tant au Rwanda qu'en France. Alors, on sait à quel point les relations franco-rwandaises, on l'a dit, se sont détériorées depuis la fin du génocide rwandais qui a vu la mort de Juvenal Habyarimana et qui a vu le déclenchement de milliers, de la mort, bien évidemment, de milliers de Rwandais à travers le génocide. Alors, pouvez-vous nous rappeler quelques-uns des points d'achoppement, James? Merci, Loris Freddy Davo. Les points d'achoppement entre le Rwanda et la France ces dernières années n'ont pas manqué. Ils remontent d'abord, vous l'avez déjà dit, au génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Cet événement qui s'est déroulé à partir du 7 avril 1994 jusqu'en début juin de cette année-là, va coûter la vie à environ 800 000 personnes. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà entendu dire sans doute quelque part, c'est le génocide le plus rapide de l'histoire de l'humanité. 800 000 personnes, sinon même plus, ont été massacrées en quelques 3 mois seulement. Ce génocide fait partie des éléments principaux du passif entre la France et le Rwanda, pour la simple raison que, au moment où le génocide allait se déclencher, était au pouvoir un régime, celui de Juvenal Habyarimana, qui avait une dent contre les Tutsis à travers tout le pays. Et il y avait donc des préparatifs de génocide qui étaient plus ou moins connus. Et la France, qui est un pays qui dispose de services de renseignement de très bonne qualité, ne pouvait pas, selon ce que pense le président rwandais aujourd'hui, ne pouvait pas ne pas savoir que se préparait un génocide d'une telle ampleur. Or, à cette époque, la France était contre l'arrivée au pouvoir du Front patriotique rwandais qui était dirigé par Paul Kagame, qui était un groupe, donc une rébellion armée qui donc était dans cette opposition, et que le gouvernement français aidait le régime de Juvenal Habyarimana à contenir. Et donc, c'est une façon de dire pour les Rwandais aujourd'hui que la France était un soutien du régime génocidaire. Ça, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas caché. La France était un soutien du régime génocidaire. La France a formé les militaires rwandais pendant des années. Maintenant, la question qui se pose était de savoir si la France savait qu'il y aurait génocide et qu'en dépit de cela, elle continuait de former les militaires rwandais. Si la France savait qu'il y aurait génocide et qu'en dépit de cela, elle fournissait de l'armement aux militaires rwandais. Si elle savait que le génocide aurait lieu et qu'elle fournissait de l'argent au régime en place, le régime de Juvenal Habyarimana. Donc le génocide est l'un des principaux points d'achoppement entre les deux États. Mais ce point d'achoppement n'est pas le seul. Pendant le génocide, l'armée française s'est déployée à certains moments, en tout cas à certains endroits, et les membres du Front patriotique rwandais, cette armée que Paul Kagame conduisait, estiment que l'armée française a prêté main forte aux génocidaires, notamment en luttant contre eux. Eux qui étaient donc ces mouvements de rébellion que la France ne voulait, il faut le reconnaître, pas voir venir au pouvoir, puisqu'on était dans une période où le précaré français devait être maintenu à tout prix, quelles que puissent en être donc les conséquences sur le continent africain. À la fin du génocide également, il s'est produit que la France a déployé une nouvelle opération qu'il appelait
le nom m'échappe là, mais en tout cas, la France a déployé une opération à la fin du génocide qui devait permettre d'exfiltrer les Français au moment où il était désormais clair que le régime de Juvénal Habyarimana lui-même tué tout au début du génocide, mais que le régime, en tout cas ce qui se maintenait vaille que vaille au pouvoir, allait tomber face aux armées de Paul Kagame. En ce moment-là, donc, l'opération turquoise, c'est le nom, l'opération turquoise déployée par la France était censée exfiltrer les Français qui étaient restés sur place, qui étaient considérés donc comme des complices des génocidaires et qui risquaient de connaître des représailles de la part de l'armée patriotique rwandaise. Et cette opération a permis à des milliers de génocidaires, ceux qu'on appelait les interamoués, de s'enfuir, de se réfugier, notamment au Congo voisin, pour d'autres même de prendre l'avion aux côtés des Français exfiltrés pour se retrouver en France. On a parlé il y a quelques semaines encore du procès de deux anciens bourgmestres qui étaient impliqués, semble-t-il, dans le génocide au Rwanda. Et donc, tout cela fait partie des éléments que le Rwanda reproche à la France. Mais cela ne s'arrête toujours pas là, Loris Freddy Davo. Il y a eu également, de la part de la France, un certain nombre d'actions qui ont déplu fortement au président Paul Kagame, oui, au président rwandais. Il s'agit notamment de l'enquête sur la mort du président Juvénal Habyarimana. On se souvient que ce 6 avril 1994, l'avion du président Kagame, du président Habyarimana revenait donc avec à son bord le président burundais et le président donc rwandais. Ntariamina, quelque chose comme ça, qui devait atterrir à l'aéroport de Kigali quand des roquettes ont été tirées depuis une colline supplément l'aéroport. Et ce sont ces roquettes-là qui ont fait exploser l'avion et causé la mort du président. Le génocide s'est déclenché dès le lendemain, 7 avril. Et les enquêtes ouvertes par la France tendent à montrer, en tout cas, vont dans le sens que l'attentat contre le président Juvénal Habyarimana est l'élément déclencheur du génocide, ce qui serait un premier élément, mais non seulement serait l'élément déclencheur du génocide, mais aurait été commis par les forces de Paul Kagame, c'est-à-dire les forces du Front patriotique rwandais, qui également se trouvait dans les alentours, selon les informations que Jean-Louis Bruguet, juge français, a pu recueillir. Donc, naturellement, le Rwanda n'épouse pas du tout ces points de vue, et les enquêtes diligentées par le gouvernement, par la justice française pour éclairer la lanterne de tout un chacun sur la mort du Juvénal Habyarimana sont de nature à déplaire très très fortement au gouvernement rwandais. Il faut ajouter à cela qu'aujourd'hui le Rwanda a une image assez écornée dans les relations internationales. C'est l'image d'un État dictatorial, même si le Rwanda se développe bien, même si le Rwanda est un pays bien éclairé, bien connecté à Internet, est un pays plutôt propre. Vous avez souvent entendu le président Talon citer le Rwanda en exemple. Il n'est pas le seul sur le continent africain à prendre le Rwanda comme exemple. Et donc, malgré cette image de pays propre, de pays correct, il faut noter que le Rwanda est aujourd'hui vit sous la coupe réglée de Paul Kagame. Et cela, les médias français ne prennent pas de gants pour le dire. Et bien sûr, le régime rwandais estime que c'est parce que le gouvernement français leur a demandé de faire cela. La France peut également à son tour reprocher au Rwanda d'avoir supprimé l'enseignement de la langue française dans le pays. Paul Kagame, qui était parfaitement bilingue, en tout cas qui l'est toujours certainement, parce qu'on n'oublie pas facilement une langue qu'on parle par le passé, ne parle plus un mot du français, il ne s'exprime plus du tout en français. Et je me demande bien si, avec le président Macron, au cours de leurs échanges, il s'exprimera en français, si éventuellement il y a une conférence de presse à l'issue de leurs échanges, s'il va s'exprimer en français ou bien s'il va s'exprimer en anglais, et laisser les traducteurs faire leur travail. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels les deux États sont en bisbille à l'heure actuelle, et ce n'est même pas tout. Alors, James, mais malgré tout ceci, tout ce que vous venez d'évoquer, James, le président Macron a pourtant invité son homologue qui a accepté cette visite. Pourquoi?
Voilà, le président Macron effectivement a invité le président Kagame à une visite, a effectué une visite officielle en France. Ce choix. Et le Rwandais n'a pas décliné l'offre? Non, il n'a pas décliné l'offre. Il aurait pu le faire parce que justement, il y a quelques mois seulement, la justice française a encore lancé de l'accusation contre des autorités rwandaises, ce qui n'a pas du tout plu à Paul Kagame. Mais il a accepté l'invitation et sans doute évoquera-t-il avec le président Macron les éléments qui, selon lui, fâchent entre les deux États. Si le président Macron a d'abord invité le président rwandais, c'est parce que le président Emmanuel Macron a une politique dans les relations internationales de ce qu'on appelle la réelle politique. Il est d'un réalisme froid. Il reçoit indistinctement au palais de l'Élysée des chefs d'État parmi ceux que l'on considère comme n'étant pas vraiment très fréquentables. Il ne prend pas de gants. S'il ne les reçoit pas, il leur rend visite. On l'a vu recevoir Vladimir Poutine avec tous les honneurs, en dépit de tout ce que l'on peut reprocher à Vladimir Poutine. On l'a vu se rendre en Arabie Saoudite au moment où le prince Ben Salman retenait, je dis bien retenait entre guillemets en otage, le Premier ministre libanais Saad Hariri, et il a même réussi à obtenir la libération de ce dernier. On l'a vu également avoir des échanges avec plusieurs autres chefs d'État. On sait très bien quel est le relationnel particulier qu'il entretient avec le président Donald Trump, qui est un iconoclaste dans les relations internationales. Et donc, ce n'est pas pour lui un problème en tant que tel, parce que Emmanuel Macron, me semble-t-il, ne se pose pas comme son prédécesseur François Hollande en donneur de leçons, en dispensateur de règles de démocratie par-ci, par-là. Et donc, il rentre dans une logique de réel politique. Il prend ce qui lui tombe sous la main. En tout cas, il n'irait peut-être pas jusqu'à rendre visite à Bachar al-Assad ou à d'autres chefs d'État que l'on considère comme n'étant pas fréquentables à l'heure actuelle. Mais Emmanuel Macron, main dans le cambouis, il ne prend pas trop de gants face à certaines questions, et c'est aussi une façon pour lui de tirer parti de ces échanges-là qu'il a avec ces chefs d'État qui sont décriés. De l'autre côté, bien sûr, le Rwanda a accepté cette invitation. Le président Paul Kagame, il gagne certainement et sans doute un peu de, je parlerai de crédibilité, parce qu'au plan international, il fait partie de ces chefs d'État qui aujourd'hui, bien entendu, sur le continent africain, ont une très large popularité, mais de l'autre côté également, aller en France après les relations très tendues qui ont été entretenues entre les différents chefs d'État, entre les deux pays, c'est aussi une façon pour le Rwanda de tirer parti de cette relation qui, jusque-là, n'est pas encore totalement rétablie, même si cette visite donne à espérer. Alors, James, peut-on, selon vous, assimiler cette visite à un symbole d'une victoire, d'une certaine victoire de la politique de fermeté du Rwanda? Pas tout à fait. C'est vrai qu'on a vu un Paul Kagame opiniâtre qui est resté droit dans ses bottes, même quand la France n'était pas du tout d'accord avec lui. Il est resté tellement droit dans ses bottes qu'il a supprimé la langue française de l'enseignement au Rwanda. Et cela n'a pas empêché le président Macron de le faire venir, de l'inviter à venir à Paris. Ils se sont déjà entretenus à plusieurs reprises à l'occasion d'autres sommets où ils se sont rencontrés, ou bien même par téléphone. Et aujourd'hui, effectivement, la politique rwandaise semble payer. C'est une petite victoire, mais ce n'est pas pour autant que parce que le président français l'aurait reçu, lui, la justice française va arrêter les enquêtes qui sont en cours sur les affaires, notamment sur la mort du président Juvenal Habyarimana. Donc, c'est une victoire, mais pas une victoire complète. Alors, James, peut-on raisonnablement envisager l'élection du ministre, je dirais, rwandais, ministre des Affaires étrangères du Rwanda à la tête de l'OIF? Vous parlez cette demande de Louise Mushikiwabo, qui aujourd'hui est candidate, non pas encore déclarée. Peut-être la visite de Paul Kagame va-t-elle mettre les choses au clair. Louise Mushikiwabo, numéro 2 presque du régime du Rwanda, se pose en successeur
voulu par l'Afrique, voulu aussi par le président Macron de l'actuel secrétaire général Michaël Jean. Et effectivement, on peut l'envisager parce que d'un certain point de vue, le continent africain veut que ce soit un de ces candidats qui emporte la mise. Or, par le passé, le continent africain a connu des élections au cours desquelles il y a eu plusieurs candidats africains. Et cette fois-ci, l'Africain veut s'entendre autour d'un candidat unique. Le président rwandais est l'actuel président de l'Union africaine. Il peut faire passer la pilule par là pour que les Africains se réunissent, en tout cas les pays membres de l'OIF africain se réunissent autour de son candidat. C'est, semble-t-il, ce qui est en train de se mettre en place. Et puis, de l'autre côté, Michaël Jean n'a pas les faveurs d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas trop ce qu'il lui reproche. En tout cas, on sait un peu ce qu'il lui reproche, mais je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron a autant je vais dire, d'animosité, pour être un peu sévère avec lui, envers Michaël Jean. Il faut simplement noter que c'est aussi une façon pour le président français d'accélérer la réconciliation entre la France et le Rwanda. Mais il faut également rappeler que la France, le français, qui est la langue de partage, n'est plus parlé au Rwanda dans l'administration. Ce n'est pas que le français est devenu une deuxième langue, non. L'enseignement du français a été supprimé. Et c'est peut-être aussi une opportunité pour le président français de faire revenir le français dans l'enseignement. C'est une possibilité si jamais le Rwanda prend la tête de l'OIF. Il me paraîtrait quand même assez incompréhensible que le français ne soit pas de nouveau enseigné dans les écoles. Cela ne refroidirait pas quelque peu la relation entre le Rwanda et les autres pays du Commonwealth? Pas du tout, pas du tout. Le Rwanda était membre du Commonwealth, bien entendu, et était également membre de l'OIF. Ça ne fait pas un problème, il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas un conflit? Non, il n'y a pas de conflit en soi. Non, il n'y a pas de conflit en soi, surtout que le Rwanda, s'il prend la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, aura une place de choix, bien entendu, au sein de la francophonie, et cela ne pourrait que l'avantager, même aux yeux des pays membres du Commonwealth, qui lui vaudrait un respect beaucoup plus important. Alors, si le Rwanda s'en tire à bon compte, que gagne la France à accepter sur son sol un président de pays anglophone en griffe? Bon, non, on ne disait pas que c'est un pays anglophone. Le Rwanda a été très longtemps un pays francophone, déjà colonisé par l'Allemagne, récupéré par la Belgique entre 1916 et de 1960, date de l'indépendance, et puis ensuite sous le giron de la France dans le cadre de la guerre froide jusqu'à la fin des années 90, passé toujours sous le giron maintenant pas vraiment de l'Angleterre, mais en tout cas sous le giron anglophone. Après le génocide et après la rupture des relations diplomatiques sous le président Sarkozy, il faut le noter, entre la France et le Rwanda, la France obtient la réconciliation, c'est important. La France obtient un nouvel allié et la France devient, en tout cas, non seulement redevient l'ami d'un pays qui aujourd'hui dans les relations interafricaines est un pays qui compte et qui compte énormément. La France a certainement besoin de son soutien pour influencer les rapports entre elle et certains États africains. On verra bien comment cela se développe dans les semaines et les mois à venir. On attend l'après-visite pour pouvoir faire d'autres lectures, James. Merci. C'est moi.